Flavio Bolsonaro, le gars qui a envoyé l'audio demandant 134 millions pour un criminel qui portait déjà un bracelet électronique, tout le monde savait que c'était un criminel. S'il s'agit de parler de sécurité publique, parlons de ce sujet-là. La demande faite à Daniel Vorcado par Flavio Bolsonaro. Qu'en dis-tu, Carlos Jordi? D'abord, c'est lamentable, c'est triste de voir que le PL et Flavio Bolsonaro sont contre, n'est-ce pas, la fin du système de rotation 6661. Donc, tout le temps, ils adoptent des mesures pour essayer de rendre impossible la procédure et l'approbation. Donc, s'il y a des députés et des sénateurs qui utilisent des fonds publics pour promouvoir leur contenu, avec des critiques envers le gouvernement, avec des désaccords d'idées, n'est-ce pas, essayer d'enlever ce même droit au gouvernement, cela frôle la censure. Donc, il est regrettable que nous soyons arrivés à cette situation. Et comme il n'a pas de marque retentissante, ce gouvernement n'a pas de marque. La marque de ce gouvernement, c'est cette catastrophe. Un gouvernement qui n'a rien livré, qui a promis du steak, de la bière, qui a promis le paradis et qui a livré un véritable cauchemar d'inflation, de taux d'intérêt élevés, d'augmentation de la violence. Et le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Il défend les personnes qui prennent le bus tôt le matin. Il défend les personnes qui travaillent avec un salaire qui ne suffit pas à la fin du mois pour boucler les fins de mois. Ce gouvernement a beaucoup accompli, contrairement à celui de Bolsonaro qui n'a rien fait. Ils ont lancé le programme Maison verte et jaune. J'ai parcouru tout le Paraná, mon État, et le Brésil, sans jamais voir de maison du programme vert et jaune. Nous avons recréé le programme Ma Maison, Ma Vie. Nous l'avons reconstruit en 2023. Plus de 2 millions de maisons et appartements sont contractés. Beaucoup en construction, d'autres livrés ou en démarrage, n'est-ce pas? Si l'on compare avec tout indice d'emploi, c'est le taux de chômage le plus bas de l'histoire. Le Brésil bat des records à l'export et notre plan Safra pour l'agrobusiness et l'agriculture familiale est 2 fois supérieur à celui du gouvernement Bolsonaro. Parler de réalisation n'était pas le sujet ici, mais je suis prêt à en discuter car notre gouvernement en a bien plus, surtout en l'absence d'un gouvernement Bolsonaro. Ceux qui n'aiment pas et ne s'abonnent pas boivent du détergent. Il veut maintenant essayer de jouer pour la galerie, il veut laisser une marque pour la classe ouvrière parce que le gouvernement s'est même éloigné. La gauche, qui historiquement a toujours été très liée à cette question du travail, s'est éloignée de la classe ouvrière. Au contraire, au fil des années, nous avons vu la gauche adopter beaucoup plus ce programme identitaire, l'agenda woke, la cause LGBT, l'idéologie de genre, et cela provoque totalement l'aversion des travailleurs. Et maintenant? Et pour essayer de se reconnecter avec les travailleurs, il apporte un sujet comme celui-ci. Mais en traitant cela de manière extrêmement irresponsable, sans analyser les effets secondaires que cela peut avoir sur les relations de travail, sur les entreprises, car les entreprises seront affectées, il y aura de l'inflation, des faillites, des fermetures, et avec cela, les plus grands perdants seront aussi les travailleurs. Je crois beaucoup à l'approbation à la fin du système 661. Je continue de défendre ce que je défends depuis plus de 15 ans, à savoir que le travailleur et la travailleuse aient 2 jours de repos. Les gens tombent malades, ils ont besoin de temps avec leur famille, de pouvoir aller à l'église, ils ont besoin de moments pour prendre soin de leur santé, ils ont besoin de moments de repos. D'ailleurs, l'employeur y gagne beaucoup. Un travailleur heureux, reposé, ne prend pas d'arrêt maladie, ne tombe pas malade et produit beaucoup plus. Et la réduction du temps de travail de 44 à 40 heures, évidemment, cela ne va pas créer du chômage, cela va créer plus d'emplois, il faudra embaucher plus de monde, cela va améliorer les salaires, y compris pour ceux qui travaillent déjà. Il faut toujours se rappeler qu'il y a déjà des gens qui travaillent sur le rythme 5 jours sur 2, 4, 5x2, 4x3 et qui vont commencer à gagner beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il est important de souligner que la PEC que nous avons approuvée à la Chambre, n'est-ce pas, elle est maintenant au Sénat. Donc, il faut que la population continue à se mobiliser. Et je lance un appel à tous les travailleurs et travailleuses, et même à ceux qui ne le sont pas, mais qui comprennent, n'est-ce pas, l'importance d'approuver cette mesure. Il y a un sentiment social, il y a un sentiment humain. Nous devons faire pression sur le Sénat, dialoguer avec le Sénat, exiger du Sénat que la proposition d'amendement constitutionnel soit votée là-bas au Sénat fédéral. Et bien sûr, comme il y avait, n'est-ce pas, et il y a un projet de loi du gouvernement fédéral qui était en régime d'urgence, n'est-ce pas, maintenant, d'après ce que je comprends, ce n'est plus le cas, n'est-ce pas? La Chambre doit peut-être faire encore ce geste et voter aussi ce projet pour qu'il ne subsiste aucun doute qu'il reste encore quelque chose à faire, n'est-ce pas, à la Chambre des députés. Dire qu'il a été voté de manière précipitée, rapide, c'est aussi une illusion, n'est-ce pas? Nous avons présenté des projets pour mettre fin à l'échelle 666-1 lors de plusieurs autres législatures.
le projet de Reginaldo, qui est notre député fédéral du PT du Minas, Reginaldo Lopez, le projet d'Erika Hilton, sont en cours de traitement, n'est-ce pas, depuis 2023. Donc c'est un débat bien mûri, rien n'a été fait à la hâte. Écoute, Juliana, bien sûr que non. Comme déjà dit, c'est une proposition très populiste et électoraliste du gouvernement, pensée seulement pour les élections. Lula est prêt à tout pour gagner les élections, même à ruiner le Brésil. D'ailleurs, ils ont approuvé l'amendement constitutionnel et ils l'ont fait non seulement pour augmenter la popularité de Lula, parce que c'est vraiment un gouvernement qui n'a rien accompli, un gouvernement qui n'a livré que des taux d'intérêt élevés, de l'inflation, beaucoup d'impôts. Les impôts, c'est ceux dont ils ne parlent pas. Ils imposent le pays. Mais c'est un gouvernement qui présente cette proposition non seulement pour augmenter la popularité de Lula, qui est en baisse, mais c'est parce qu'ils veulent réduire le nombre de députés de l'opposition, ils veulent réduire la droite au Congrès national, parce qu'ils ont transformé ce débat en une véritable guerre idéologique, une guerre de nous contre eux, comme le PT l'a toujours fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est monter les gens les uns contre les autres dans notre pays. Ils voulaient faire cela avec la droite pour nous anéantir lors de la prochaine législature. Mais il y avait un autre projet de loi qui était même en procédure d'urgence constitutionnelle, qui bloquait l'ordre du jour et qui devait être voté cette semaine. Et le gouvernement a retiré l'urgence constitutionnelle parce qu'il savait que si ce projet était voté maintenant, il entrerait en vigueur et provoquerait une faillite généralisée dans notre pays. C'est un débat qui doit être mené de manière très approfondie, de façon technique. Nous savons qu'il y a des personnes qui se plaignent vraiment de cette question, des horaires, et il est juste qu'elles aient plus de temps avec leur famille. Mais beaucoup de ces personnes, d'ailleurs, qui se plaignent du système de travail de 6 jours pour un jour de repos et qui veulent rester plus de jours à la maison, en réalité, elles veulent plus de jours pour faire des petits boulots, pour travailler davantage, parce que le salaire qui est mauvais, le salaire du Brésilien est très mauvais. Et c'est là-dessus que nous devons travailler, non seulement pour améliorer les relations de travail, pour garantir plus de bien-être, une meilleure qualité de vie à la population, mais aussi pour améliorer le salaire, offrir à l'employeur ses contreparties, afin qu'il y ait une réduction dynamique. Certains postes sociaux sont liés au travail, offrant aussi un meilleur salaire. Mais il y a un débat essentiel que nous devons aussi aborder ici, puisqu'ils veulent tant parler de réduction et, dans ce cas, de réduction du temps de travail. Écoutez, tout d'abord, ce qui va définir la réduction du groupe parlementaire, n'est-ce pas, du PL au Congrès national, ce n'est pas seulement notre volonté, ma volonté, la volonté du gouvernement. Ce sont les attitudes adoptées par le PL et le groupe parlementaire. Se positionner contre la fin du système de travail 6 jours sur 7, se positionner contre ce droit, n'est-ce pas, pour le travailleur d'avoir un jour de repos supplémentaire, qui en réalité est une mesure que de nombreux autres pays dans le monde ont déjà adoptée. Il y a des pays qui travaillent déjà avec 36 heures, il ne s'agit même plus de réduire de 40 à 44 heures, et aucun de ces pays n'a connu cette tragédie, cette faillite généralisée, n'est-ce pas? Tout ce qui est annoncé de façon alarmiste, c'est ça qui va certainement réduire beaucoup, n'est-ce pas, le nombre de députés du PL à la Chambre, au Sénat, au Congrès, et je dirais même que cela va se refléter dans le vote dans les assemblées législatives, n'est-ce pas? Parler de taux d'intérêt élevés, c'est ignorer l'histoire. Les taux d'intérêt élevés du Brésil ont un responsable identifié, Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Oui, vous avez donné une autonomie, une indépendance folle à la Banque centrale. Aujourd'hui, la Banque centrale fait ce qu'elle veut, fait ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Nous avons même un projet de loi de notre groupe parlementaire pour changer cela à nouveau. La Banque centrale doit travailler pour le Brésil et non pour les banquiers et ne pas imposer au pays ce taux d'intérêt criminel le plus élevé de la planète Terre, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, en tant que député fédéral et en ce qui concerne notre groupe parlementaire, nous n'aurions jamais donné autant pour la Banque centrale. Bien sûr que la Banque centrale doit exister, bien sûr qu'elle doit avoir une certaine autonomie, mais elle doit répondre au Brésil, répondre à nos agriculteurs qui travaillent et se sacrifient. La Banque centrale doit répondre à nos entrepreneurs, à l'industrie brésilienne. La Banque centrale doit répondre en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne les travailleurs, les travailleuses, les personnes qui sont endettées. Donc, en réalité, les réalisations du gouvernement Bolsonaro ont été des réalisations de la tragédie. Le PL, n'est-ce pas, l'opposition? Aux bolsonaristes, ceux qui sont ici sur CNN maintenant s'en rendent compte, ils ont tellement de mal, n'est-ce pas, à discuter, n'est-ce pas, de la fin du système de travail 6x1, à regarder avec un peu plus d'attention, d'humanité, les personnes qui se tuent au travail, que le député Carlos Jordim lance un piège, n'est-ce pas, qui consiste à changer le sujet qui a été mis à l'ordre du jour, le sujet qui a été convenu ici avec CNN. Comme je suis très discipliné et respectueux envers les auditeurs, envers ceux qui regardent, envers la chaîne elle-même, je ne vais tomber dans aucun piège.
Maintenant, notre gouvernement, contrairement au gouvernement Bolsonaro, est en train d'étouffer le crime organisé. La police fédérale, depuis 2023, mène des opérations en permanence et arrête les criminels. Ceux qui ont volé les personnes âgées de la sécurité sociale sous le gouvernement Bolsonaro en ont bien profité car ils faisaient partie du système. L'élection du président Lula a suffi pour que la police fédérale relance ses enquêtes, que la Controladoria Générale d'União reprenne ses activités et que le vol à la sécurité sociale cesse. L'argent a été rendu aux retraités. Et c'est notre gouvernement qui a étouffé le PCC, le Commando Vermelho, n'est-ce pas? On a récupéré l'argent de Faria Lima, du crime organisé, et mis fin à l'escroquerie de la Banque Master. Oui, Diego, nous sommes face à une élection qui va servir de troisième tour à l'élection de 2022 contre les deux noms de famille les plus populaires de la Nouvelle République, Bolsonaro et Lula da Silva. Dans ce cas, on remplace Jair par Flavio, mais ce sont ces deux noms de famille, tous deux avec plus de 95% de notoriété, quelque chose de totalement inhabituel, inédit au Brésil. Nous avons vu cela avec Bolsonaro et Lula à la dernière élection. Maintenant, Flavio, avec le même nom, connaît aussi une grande popularité. Regardons les autres candidats pour avoir une idée. Dans le sondage de la semaine dernière, Caiado et Zema étaient inconnus d'environ la moitié de la population, tandis que le candidat du MBL était inconnu de 70%, et Lula et Flavio, l'un avait 95 et l'autre 98 de notoriété. Donc c'est ce point de départ qui nous fait croire qu'il semble que la sélection fonctionne ainsi. Troisième tour de 22 où les deux ont des planchers très élevés, 31 et l'autre 41 dans une simulation de premier tour, les deux au-dessus de 40 dans la simulation de second tour avec une différence de 4 points entre eux. Et les deux avec des plafonds très bas, c'est-à-dire tous les deux avec des taux de rejet très élevés, tous deux augmentant, oscillant dans la marge, mais oscillant à la hausse dans leur rejet. Lula est passé de 45 à 46 aujourd'hui dans la Datafolha d'aujourd'hui et Flavio, qui était à 43 il y a 2 enquêtes, est passé à 46 de rejet et maintenant à 48%. Tu verras, ce sont presque toujours des oscillations dans la marge, la précédente légèrement au-dessus. Mais si on regarde, non pas la photo, mais le film de cette période, on remarque que de 43 à 48, cela fait 5 points de plus dans le rejet de Flavio au cours de cette période du Dark Horse jusqu'à maintenant. Et ce qu'on remarque, c'est que la Datafolha est donc en train de nous confirmer, Diego. D'abord, c'était une mauvaise nouvelle pour Flavio. La bonne nouvelle pour Flavio, c'est qu'il reste fort. Dans l'intention de vote spontané, quand aucun nom n'est présenté, il reste le candidat le plus compétitif face à Lula au second tour. Ses adversaires à droite n'atteignent pas 5% et lui, il est au-dessus de 30%, même après tout l'épisode du Dark Horse, les conséquences de la hausse des tarifs, etc. Autrement dit, il n'a pas d'adversaire. La mauvaise nouvelle, c'est que dans une élection qui, comme je le disais, va être aussi serrée, ce petit écart que Lula a creusé sur lui depuis l'épisode du Dark Horse est une petite différence numérique, mais dans une élection serrée, c'est un océan de différence. Donc cette situation place Flavio dans une situation beaucoup plus délicate parce que cette différence est suffisante pour que le président Lula ait une certaine tranquillité et une marge de manœuvre à utiliser pendant le processus. Il a 4 points de plus dans le scénario du second tour, 2 points de moins en termes de rejet. Dans la Quest, c'est 3 points de moins de rejet et 5 points de différence dans le scénario du second tour. Autrement dit, c'est une avance pour le président Lula face à Flavio.